Bonjour à toi et bienvenue dans cet épisode. Si tu as cliqué, c'est que le titre t'a peut-être évoqué quelque chose. On va parler aujourd'hui des excuses typiques des parents toxiques, que ce soit des parents toxiques volontaires ou des parents toxiques involontaires. Je t'invite à voir une des vidéos précédentes où j'explique la différence entre l'inconscience d'un parent et la conscientisation de la violence vis-à-vis d'un enfant, mais les conséquences sont pareilles, les symptômes sont pareils pour l'enfant qui devient ensuite adulte. Comme à chaque fois que je parle des parents toxiques, je tiens à faire un disclaimer que aujourd'hui je ne cherche pas à pointer du doigt une forme de parentalité toxique. Je tiens juste à éveiller les consciences et à peut-être venir vous faire poser des questions sur votre comportement à vous en tant que parent, si vous êtes parent, ou votre situation en tant qu'enfant. Donc de se dire, j'ai vécu ça enfant et peut-être que c'était pas normal et peut-être que ça explique pourquoi j'ai certains schémas qui se répètent, j'ai certains chocs émotionnels, etc., etc. Donc c'est vraiment venir réveiller, ramener de la conscientisation là où il n'y en a pas beaucoup, parce que c'est assez tabou quand même de parler de parentalité toxique. Mettre la conscience là-dessus, c'est aussi refuser de continuer à nier ce qui t'a blessé et à éviter ce qui t'a blessé et appeler un chat finalement. Donc on va voir, j'ai eu l'idée de voir avec vous des phrases qui peuvent être utilisées par des parents toxiques, que ce soit de manière consciente ou involontaire par mimétisme, pour justement éviter la remise en question, pour se protéger émotionnellement, pour inverser parfois les rôles et pour maintenir un pouvoir affectif, maintenir une sorte d'emprise finalement. Et peut-être que ces phrases, tu les as entendues toute ta vie, une partie de ta vie. Et si elle te touche encore aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à aller voir. Ok. Il y a besoin de comprendre tout ça pour ensuite accompagner ton système nerveux qui se souvient de tout ça, qui a bien ancré tout ça. Et l'objectif de cet épisode, je tiens à le préciser aussi, n'est pas que tu coupes les ponts avec tes parents. Si c'est nécessaire, si c'est fondamental, fais-le si c'est important pour toi. Mais l'objectif, c'est que tu mettes des techniques, des limites qui sont saines pour toi en fonction de ta relation à tes parents, et surtout que tu arrêtes de te sentir coupable, d'avoir mal, de pas comprendre pourquoi, etc. Donc un parent toxique, je vais faire un petit sommaire rapidement. Ce n'est pas quelqu'un forcément de violent qui est maltraitant forcément. Bien sûr qu'il y a ce type de parentalité, mais il y a aussi des formes de toxicité qui sont un peu plus difficiles à identifier, qui sont un peu plus tabous. Souvent, ça va être un parent qui va, par exemple, assurer la survie matérielle, mais pas la sécurité émotionnelle. On va me dire, moi, mes parents, ils m'ont toujours mis un toit sur ma tête. Ils m'ont toujours emmené à l'école. J'ai jamais manqué de rien sur le plan matériel, mais pourtant, ils ont manqué de tout au niveau émotionnel. Ça peut être aussi un parent qui va nier ou minimiser les émotions de l'enfant, qui va gaslighter l'enfant, qui va pas reconnaître, admettre le ressenti de l'enfant. Et ça, c'est quelque chose de très traumatisant pour l'enfant. Ça peut être un parent aussi qui se remet jamais en question, qui ne reconnaît jamais ses torts, qui ne sait pas dire pardon, qui ne sait pas s'excuser, qui ne sait pas dire désolé, là j'ai mal fait, donc je fais autrement, qui ne reconnaît pas ses torts et qui ne les répare pas ou qui ne cherche pas à les réparer. Ça peut être aussi un parent qui se vit comme une victime permanente. Moi, je suis victime de l'ingratitude de mon enfant. Mon enfant est ingrat avec tout ce que j'ai fait pour lui. Regarde comment il me traite, etc. Et ça se rajoute à cette incapacité à se remettre en question et à se dire pourquoi mon enfant réagit avec moi comme ça. Qu'est-ce que je fais de mal? Voilà, c'est toujours l'autre qui a fait quelque chose de mal. Et moi, en tant que parent, je suis purement une victime. Et c'est aussi un parent qui peut faire porter à l'enfant la responsabilité de son mal-être. Donc c'est à cause de mon enfant que je me sens comme ça. Moi j'ai tout fait pour l'enfant et aujourd'hui je suis seule, aujourd'hui je suis mal dans ma peau, je suis dépressive, anxieuse, etc. Et c'est à cause de l'enfant. Donc encore une fois, zéro remise en question. La toxicité, ce qui a bien besoin de comprendre, c'est qu'elle ne vient pas toujours de la malveillance. Elle vient très 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 souvent, et c'est là où c'est beaucoup plus difficile à pointer du doigt, elle vient très souvent de l'immaturité émotionnelle du parent ou de l'indisponibilité émotionnelle du ou des parents. Évidemment, ça peut être un parent comme les deux. Un parent peut aimer son enfant et malgré tout le blesser profondément. Donc je répète, un parent peut penser aimer son enfant et malgré tout le blesser profondément. Et c'est ce qui crée le trauma.
quand on parle de l'enfance, en général, ce n'est pas juste un événement qu'on va isoler. C'est quelque chose qui va être répété, répété, répété au quotidien. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été réparé. C'est quelque chose qui n'a jamais été reconnu. Si vous faites quelque chose à votre enfant, mais que vous reconnaissez ensuite, vous lui dites vraiment, je suis désolée, j'aurais pas dû te parler comme ça, j'ai dirigé ma colère envers toi, c'était injuste, tu mérites pas, personne n'a le droit de te parler comme ça, etc. Quand il y a ce type de réparation, il n'y a pas de trauma, puisque l'enfant reconnaît, voilà, il a été reconnu dans l'injustice qu'il a vécue. Il a été soutenu. Et il y a quelque chose qui a été réparé. Okay. Et ce qui est important de comprendre, c'est que derrière tout ça, il peut y avoir une dynamique d'excuses, pas d'excuses qui sont sincères. Et c'est ça qui répare, ce sont les excuses sincères. Il y a des excuses qui, finalement, sont des sortes de justifications déguisées, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. L'excuse numéro 1, je fais de mon mieux. Okay, je pense que cette justification est abusive. J'ai fait ce que j'ai pu, je ne savais pas faire autrement. Cette phrase, elle semble raisonnable. Mais finalement, elle est utilisée comme une fin de non-recevoir émotionnel. Faire de son mieux n'annule pas l'impact. Ça, c'est très important de le comprendre. C'est pour ça que c'est une phrase qui me dérange beaucoup. Faire de son mieux n'annule pas l'impact. L'intention, elle répare pas la blessure. Et la justification abusive derrière tout ça, c'est de clore la discussion. Donc, j'ai fait de mon mieux, donc c'est bon, on finit, la discussion est terminée. C'est aussi éviter une forme de responsabilité émotionnelle, de dire j'ai fait de mon mieux, de toute façon, moi, j'ai rien d'autre à faire, j'ai aucune responsabilité. Et aussi, ça invalide le ressenti de la personne en face. Bon, j'ai fait de mon mieux, donc pourquoi tu es en colère? C'est que tu es ingrat. Okay, donc, le message inconscient derrière cette excuse j'ai fait de mon mieux, c'est que si tu souffres encore, c'est que tu refuses de comprendre que j'ai fait de mon mieux. Et c'est que tu refuses d'admettre que je ne peux pas faire plus que ça et que tu peux rien demander de moi parce que je ne peux rien réparer. Je suis dans l'incapacité émotionnelle de réparer. Et ce que l'enfant intègre, et puis ensuite ça devient l'adulte, c'est que je n'ai pas le droit d'être blessé, ou bien je suis trop sensible, ça c'est quelque chose qui revient très souvent. Bon, mon parent a fait de mon mieux, donc peut-être que j'exagère. Et il y a aussi cette croyance qui s'imbrique, qui s'ancre chez la personne, c'est que je dois m'excuser pour être aimé. Parce que l'enfant, le parent a fait de son mieux, n'est-ce pas? Et quand l'enfant il grandit, ça devient un adulte, qui fait quoi? Ben, il va minimiser son ressenti. Peut-être que j'exagère. Donc ça va être cette phrase qui va être là tout le temps. Je veux faire ça, je veux dire ça, mais peut-être que j'exagère. Vous voyez, ça va être un adulte qui va tolérer des comportements blessants. Ça va être une personne qui va douter tout le temps de sa légitimité de manière générale et de sa légitimité émotionnelle. Est-ce que j'ai raison d'être en colère? Est-ce que j'ai raison d'être triste? Est-ce que le fait que je pense que c'est une injustice, est-ce que c'est justifié? Donc, on va toujours venir douter de l'émotion qui cherche à être ressentie, puisque le parent a fait de toute façon de son mieux. L'excuse numéro 2. Moi aussi, j'ai souffert. La victimisation parentale. Ou le parent qui va dire mais tu sais, moi, ce que j'ai vécu à ton âge, moi, à ton âge, je n'avais même pas ça. Moi, à ton âge, personne ne m'a jamais aidé. Moi, à ton âge, j'avais même pas le droit d'aller à l'école. Moi, à ton âge, j'avais même pas le droit d'avoir une chambre à moi tout seul, etc., etc. C'est le parent qui va parler en je, et qui va se placer au centre. Donc, sa souffrance à lui, quand il était enfant, devient prioritaire. Mais même si maintenant, c'est un adulte responsable de toi, en l'occurrence, et ta souffrance à toi, en fait, elle disparaît. Vu que le parent a souffert, toi, ta souffrance, elle n'a aucun lieu d'exister, en fait. C'est une stratégie de victimisation émotionnelle. Et souvent, évidemment, elle va créer quoi? Une dette implicite. Et l'enfant, il va devenir le contenant émotionnel du parent. Donc, il va se taire pour pas faire de mal. Et le problème, c'est que l'enfant, avec ce comportement qui est répété, c'est qu'il apprend à faire quoi? À protéger le parent. C'est là qu'il y a une parentification émotionnelle, puisque le rôle du parent est de protéger l'enfant, mais ça s'inverse. Donc, c'est l'enfant qui, sous prétexte que le parent a souffert, protège le parent. Pas question non plus de négliger la souffrance du parent, évidemment, mais ce n'est pas à l'enfant de reconnaître la souffrance du parent. Et puis même, ce n'est pas parce que le parent a souffert qu'il doit forcément faire souffrir son enfant, ou qu'il doit projeter son mal-être sur les autres, sur son enfant vulnérable, petit, qu'il doit protéger.
Ce que l'enfant apprend aussi, c'est qu'il doit se sentir coupable d'avoir des besoins. Donc, moi, j'ai besoin de partir en voyage, par exemple, admettons, mais je me sens coupable puisque mon parent, il avait même pas une maison sous son toit. Moi, j'ai un besoin d'avoir des chaussures de sport, mais je me sens coupable parce que au moins je fais du sport et mon parent n'en faisait pas. Et puis, il apprend aussi à porter une charge émotionnelle qui n'est pas la sienne. Ça rejoint cette parentification émotionnelle. J'avais fait une vidéo plus ou moins longue sur la parentification que je t'invite à voir. Cet enfant-là, quand il va grandir, à l'âge adulte, il va se passer quoi? Il va s'hyper responsabiliser, il va avoir peur de décevoir, il ne va pas demander de l'aide, etc., etc. L'excuse numéro 3, c'est tu exagères. Le fameux tu exagères, ça c'est le gaslighting typique, c'est de la manipulation mentale. Pareil, j'avais fait des vidéos sur ça, mais je vais en faire d'autres puisque c'est un thème qui est très important. T'exagères, tu te fais des films, c'est pas vrai. Toi, tu vois tout en noir, t'as une mauvaise mémoire. Donc en fait, c'est le parent qui va même remettre en question ta propre mémoire. Toi, tu te rappelais de ça, mais le parent va te dire ah mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. Quand tu étais petit, moi je t'ai jamais frappé, moi j'ai jamais fait ça. Moi au contraire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc, c'est une forme de manipulation mentale où l'enfant qui devient adulte, il se pose la question, il se dit ça se trouve j'ai oublié. Peut-être que le parent a raison et que en fait juste j'exagère. C'est je minimise ce que j'ai vécu. C'est très insidieux et c'est très dangereux puisque c'est une attaque directe contre la perception que tu as de la réalité. Et donc, à force, tu doutes de tout. Tu doutes de ce que tu ressens, de ce que tu as vécu, de ce qui est acceptable ou non, etc., etc. Ce qui fait que ce gaslighting-là, cette minimisation constante, crée une insécurité intérieure qui est absolument dévastatrice pour l'adulte que tu deviendras ensuite, puisque tu n'oseras même plus parler. Tu n'oseras même pas dire ce que tu penses, ce que tu ressens. Tu vas aussi chercher une validation constante. Et tu vas évidemment accepter l'inacceptable, puisque je pense que la personne me maltraite, mais vu que j'exagère, je vais la laisser me maltraiter, puisque c'est moi le problème, j'exagère. Et je vais laisser la personne continuer à me manipuler, et j'accepte finalement l'inacceptable qu'une personne qui a grandi dans l'amour, dans la sécurité, n'accepterait jamais. L'excuse numéro 4, tu n'as manqué de rien. Voilà, une phrase aussi très très commune, peut-être que tu l'as entendue, que tu l'entends encore en tant qu'adulte, c'est cette forme de dette parentale. Tu étais nourri, tu étais logé, tu étais habillé, donc forcément, il y a une dette invisible qui s'installe entre nous. Comme si survivre suffisait à effacer le manque affectif, comme si je te nourrissais, donc en fait tu m'es redevable toute ta vie, pas du tout. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que tu devais être reconnaissant vis-à-vis de ce parent-là. Peu importe ce qu'il faisait pas, il te nourrissait, il te donnait un lit, c'est bon. Il doit avoir ta reconnaissance ad vitam aeternam. Deuxième chose que ça insinue, c'est que tu n'as pas le droit de te plaindre. Moi, je t'ai tout donné, tu as une dette envers moi, c'est de plus jamais me demander quoi que ce soit, de plus jamais te plaindre, de plus jamais avoir de besoin. Et il y a aussi quelque chose d'autre que ça sous-entend, c'est tu nous dois quelque chose. L'amour, c'est pas une dette. Et l'enfant, il a rien à rembourser. En fait, il n'a pas à rembourser sa naissance. C'est complètement désuet de penser ça. Un enfant, tu lui donnes tout, mais tu dois rien attendre en retour. Évidemment, il a besoin de te respecter, etc. Évidemment, il a des devoirs envers toi, et je mets bien devoirs entre guillemets. Mais ce n'est pas parce que tu lui as payé son école HEC que forcément il doit se sacrifier pour toi et il doit accepter tout ce que tu lui dis et il doit accepter le mari que tu lui choisis, etc., etc. Enfin, ça n'a aucun sens. Et pourtant, c'est quelque chose qui se fait très très fréquemment. Et évidemment, par tout petits morceaux comme des décisions de vie très importantes qui sont sous cette dette parentale qui a été créée sous prétexte que le parent a nourri, logé cet enfant-là. L'excuse numéro 5, c'est regarde les autres enfants, regarde tes cousins, regarde tes voisins. C'est la comparaison tout le temps et la dévalorisation. Il y a pire que toi. Tu vois tes voisins, ils auraient rêvé avoir ta vie. Toi, tu voyages pas ni rien, mais tes voisins, ils auraient rêvé avoir les chaussures que tu as. Ils auraient rêvé aller dans l'école où tu vas. Ils auraient rêvé manger bio, etc., etc. Peu importe, je donne des exemples comme ça au hasard. Mais la comparaison, elle nie ton vécu.
Donc l'enfant a besoin de quelque chose, mais sous prétexte qu'il y a pire que lui, son besoin à lui n'a aucune valeur. Et ça, c'est pas du tout OK. C'est pas normal, en fait. Elle apprend à l'enfant, finalement, que la souffrance n'est jamais assez grave, que le besoin, c'est pas important, puisqu'il y a pire que lui. Mais évidemment, il y a toujours pire que soi. Évidemment. Donc, si on va sur cette logique-là, mais en fait, on va rester chez nous, on va plus rien faire parce qu'il y a pire que nous. Et on va pas avancer dans la vie, on va pas avoir des besoins, on va pas avoir d'ambition, on va rien faire parce qu'il y a pire que nous. Et le problème, à force, c'est que l'enfant, il se dévalorise. Donc l'enfant devenu adulte ensuite se dévalorise de manière constante. Il doute évidemment et bien sûr, il se compare. Donc regarde l'autre, il a fait, regarde l'autre, il a pas fait. Donc tu vis tout le temps dans la comparaison. Tu vis tout le temps dans la peur du jugement, tu vis tout le temps dans je suis nul, je suis pas assez, etc. Donc c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer dans la vie, c'est quelque chose qui va te faire procrastiner, qui va t'empêcher de mettre en place des actions, de faire des choses, d'échouer, de réussir. Ça va t'empêcher de vivre finalement. Euh, et tu vas avoir l'impression que tu as besoin de souffrir puisque l'autre souffre. Et ce qui n'a aucun sens. L'excuse numéro 6, c'était une autre époque, la justification contextuelle. Sauf que le contexte, il n'excuse pas l'humiliation, il n'excuse pas le chantage affectif, il n'excuse pas l'insécurité émotionnelle, il n'excuse pas la violence, il n'excuse pas le manque de maturité émotionnelle, il n'excuse pas toute la toxicité qu'a le parent, peu importe la forme de toxicité que ça prend. La souffrance d'un enfant n'est jamais contextuelle. Voilà. L'excuse numéro 7, c'est tu devrais passer à autre chose. T'es grand, tu devrais passer à autre chose. Le parent qui est vraiment, qui dénie complètement le trauma, le choc émotionnel que tu as vécu ou que tu vis. Ah, c'est bon, oh là là, mais c'est bon, tu nous parles encore de cette fausse couche, ça date de 3 mois, passe à autre chose. C'est ne pas reconnaître ce que vit l'autre, ne pas reconnaître le ressenti de l'autre, ne pas pouvoir avoir ce rôle de parent, d'aider l'enfant qui est dans cette souffrance. Donc si l'enfant il est dans la souffrance, ton rôle, c'est pas de lui dire passer à autre chose, c'est de l'aider, c'est de lui ouvrir l'espace et de l'aider, et d'arrêter de minimiser ce qu'il ressent. Donc, demander de passer à autre chose sans réparation, c'est comme si on va demander à quelqu'un de cicatriser une plaie qui est béante, sans soin. Donc, ça va cicatriser comme ça du jour au lendemain. Chaque peau cicatrise différemment, demande du temps. Voilà, on est tous différents. Et il y a besoin d'arrêter de nier le ressenti de l'autre. Il y a besoin d'arrêter de gaslighter ce que l'autre ressent. Il y a besoin d'arrêter de nier les émotions. Évidemment, il n'est pas question d'élever des narcissiques, je le dis tout le temps, et d'encourager la médiocrité de l'enfant. Donc si l'enfant il fait rien, qu'il a zéro ambition et qu'il est assis sur son canapé toute la journée à rien faire, évidemment, je vais pas lui dire « Oh bah ok, pas de souci, t'es trop mignon ». Bah non, faut le bouger, voilà. Il n'est pas question de prolonger de la médiocrité ou de la reconnaître ou de la valider ou de la valoriser. Pas du tout. Attention de ne pas tomber non plus sous ce travers-là. Donc il y a un juste milieu dans tout ça, c'est je reconnais ton ressenti, je sais que c'est difficile et qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, mais en même temps, sors de la posture de victimisation bien sûr, mais je reconnais moi en tant que parent que tu es une victime et que ça peut demander du temps et que tu n'as pas eu les ressources et qu'on va aller chercher d'autres ressources, etc. D'accompagner évidemment l'enfant. Mais pas de lui dire bon t'es sur ton canapé pendant 5 ans parce que t'as vécu une rupture amoureuse, mais je comprends, c'est pas grave, reste sur ton canapé, je te prépare le café. Non. Et pourquoi toutes ces excuses elles sont destructrices? Parce qu'elles empêchent la reconnaissance, elles empêchent la responsabilité, ce que je vous disais à l'instant, il y a besoin aussi de responsabiliser l'enfant, c'est très important. Elle empêche la responsabilité et elle empêche la réparation. Et un enfant qui ne prend pas sa responsabilité, qui n'apprend pas à réparer, en fait, il va continuer la même chose, il va adopter des comportements narcissiques avec les autres, puisque moi, je suis l'enfant parfait, je ne fais rien de mal, je ne sais pas réparer, parce que je n'ai pas appris ça, et c'est pas de ma faute, c'est ta faute. Voilà. Donc, on continue, en fait, on continue d'alimenter un cycle qui est ultra toxique, et ça devient, en général, ce genre d'enfants qui grandissent vont continuer ce schéma-là sans s'en rendre compte jusqu'à ce qu'ils aillent ou pas en thérapie. On est d'accord. Donc,
Si on ne reconnaît pas ce que tu as vécu, tu vas douter de la réalité. Mais sans la responsabilité, donc sans te donner responsabilité de te dire oui, je comprends ce que tu as vécu, mais maintenant tu es responsable de viens, on le fait ensemble, viens, je te montre, viens, je te guide, viens, je t'aide, etc. Ok, tu vas porter une faute qui n'est pas la tienne aussi. Si tu n'apprends pas la réparation, tu vas déjà rester coincé dans l'attente et tu vas toi-même ne pas savoir réparer, que ce soit dans ton milieu professionnel, personnel, etc. Beaucoup d'adultes vivent dans l'espoir inconscient que un jour mes parents vont comprendre et ils restent dans cet espoir-là et ils restent bloqués dans cette posture d'enfant qui attend la réparation du parent et ils s'empêchent eux-mêmes d'être dans la maturité émotionnelle de l'adulte puisque sont encore dans cette posture d'enfant. Donc c'est en fait un cercle vicieux et au final on ne sait pas comment dénouer tout ça. Ce que tu peux faire dès aujourd'hui, et même si c'est difficile à entendre, je le conçois, c'est qu'il y a besoin d'arrêter d'attendre leur reconnaissance pour guérir. Juste sors du débat en fait, il n'y a aucun débat, c'est j'ai souffert, point. Tu n'as pas besoin que ton parent il te dise oui, je reconnais ta souffrance. Non, reconnais ta souffrance, ton parent il la reconnaîtra pas. Au final, je comprends que c'est important qu'il la reconnaisse, mais ça ne changera en rien le fait que tu guérisses ou pas. Si tu restes dans l'attente qu'ils reconnaissent ta souffrance, c'est qu'au finalement, tu mets ta guérison dans une salle d'attente en attendant que le docteur X vienne te réparer. Okay, donc tu ne te répares pas. Juste reconnais toi-même ton vécu intérieur. Et puis, il y a besoin de rompre cette dette invisible qui s'est installée en fonction de la dynamique familiale. Évidemment, il y a besoin de faire du sur-mesure en fonction de comment chacun a vécu. Il n'y a pas de recette miracle qui fonctionne à tout le monde, puisque ça dépend de quel type de toxicité, comment, etc., comment ça s'est matérialisé, quelles conséquences il y a sur toi, quelles problématiques tu as, puisque deux personnes peuvent avoir vécu exactement la même chose et avoir des problématiques différentes. Et ça se voit dans la fratrie. La fratrie, ils ont exactement la même toxicité du parent, mais ils vont avoir des problématiques en tant qu'adultes qui sont différentes. Donc il y a besoin c'est là où le sur-mesure il est important quand même pour pouvoir t'aider. Et puis autre chose, il y a besoin de poser des limites. Évidemment, encore une fois, des limites qui sont adaptées à toi. Si ta limite, c'est de plus voir ton parent, et là, alors, ne vois plus ton parent. Si ta limite, c'est d'arrêter de les appeler, arrête de les appeler. Si ta limite, c'est de leur dire on passe une demi-heure au téléphone et pas 4 heures, voilà, peu importe. Ta limite, c'est ta limite. Il y a besoin qu'elle soit adaptée à ton vécu, à ton besoin, à ce que tu es capable aussi de faire. Donc, si c'est très difficile pour toi de poser une grosse limite d'un coup, commence tout petit. Voilà, vas-y à ton rythme, adapte aussi à ta situation, sois respectueux de ça aussi, puisque quand on a été gaslighté toute notre vie, on est nos propres bourreaux ensuite. On s'auto-gaslight. Donc attention de ne pas tomber dans ça aussi et de se dire « Ah, mais c'est pas grave. » Voilà, non. Je reconnais. Aujourd'hui, je ne suis pas capable de mettre une grosse limite. Je mets que cette limite. Et c'est déjà très bien. Et vas-y, pas à pas, évidemment. Ok ? Ne te force pas à faire des choses qui sont complètement impossibles pour ton système nerveux. Donc, mets des protections, donc ces limites-là, qui vont te protéger petit à petit en fonction de là où tu es, évidemment. Je comprends que cet épisode, il ait pu remuer un petit peu, et si c'est le cas, j'en suis... voilà, j'ai de la compassion pour ce que tu traverses, et probablement qu'il y a quelque chose qui t'a touché, et probablement que ton enfant intérieur, il a été touché aussi. Mais juste rappelle-toi que il n'y a pas besoin d'avoir des excuses pour guérir. Prends cette responsabilité de guérir toi-même. Tu as le droit de nommer ce qui te dérange, tu as le droit d'avoir des besoins, tu as le droit de nommer tes besoins, tu as le droit de te choisir, tu as le droit de dire « j'arrête les sacrifices, j'arrête, c'est bon, j'arrête, je ferme cette plaie parce qu'elle saigne trop ». Et si personne ne te l'a dit, moi je te le dis aujourd'hui, je le dis aux personnes que j'accompagne, tu n'étais pas un enfant qui demandait trop puisque un enfant a des besoins et a une immaturité cérébrale qui est là. Tu étais juste seul avec ce que tu as vécu et que tu n'as trouvé personne qui pouvait te prendre dans les bras, te rassurer, te dire que tu avais raison et t'accompagner dans ce chemin-là. Mais aujourd'hui, en fait, tu peux décider d'arrêter d'être cet enfant-là et juste de commencer ton chemin de guérison. Si tu veux qu'on fasse ce chemin de guérison ensemble, je te laisse voir mes accompagnements en légende. Et moi, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.